Notre invité politique aujourd'hui. Bonjour Carl Olive. Rebonjour Monsieur Serra. Face aux experts, je rappelle qu'il est bien 8h30 et pas 7h30 comme je l'ai dit par erreur. Vous êtes donc député Ensemble pour la République des Yvelines. Une première question sur l'affaire bien sûr des assistants parlementaires du RN. On a vu qu'il y avait des réquisitions contre Marine Le Pen de prison ferme et surtout de 5 ans d'inéligibilité. Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré qu'on mêle le plan politique et le plan judiciaire de cette manière ? D'abord, la justice fait son œuvre, la justice court. Et vous le dites à juste titre, Monsieur Serra, on parle de réquisition. Puis derrière, les plaidoiries vont démarrer début de semaine prochaine. Puis derrière, il y aura un verdict, vraisemblablement, d'ici quelques mois. Puis derrière, il peut y avoir un appel. Donc, mais est-ce que le concept d'inéligibilité vous choque ? Ce que j'entends depuis hier, c'est surtout, je dirais que le tribunal judiciaire a laissé place au tribunal populaire et ce que j'appelle le TRS, le tribunal des réseaux sociaux. Moi, à titre personnel, alors j'ai pas à commenter évidemment une décision de justice, à titre personnel, j'espère que Marine Le Pen sera candidate en 2027. Non pas que je soutienne Marine Le Pen, parce que je vais la combattre de toutes mes forces. Mais je pense que gagner par forfait, c'est pas un bon signal. Voilà, mais ça, c'est à titre personnel. Et je pense que ne pas avoir une figure telle que celle de Madame Le Pen, qui a déjà quelques campagnes présidentielles dans son escarcelle, ce ne serait pas un bon signe pour la démocratie. J'oublie pas qu'il y a 11 millions de personnes, 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Ce que vous dites, c'est exactement ce que dit Gérald Darmanin dans un tweet. Regardez, il a dit précisément « Il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français. Combattre Madame Le Pen, comme vous le disiez à l'instant, se fait dans les urnes, pas ailleurs. » Effectivement, là, le fait qu'on est hors de sa famille politique, des indignations, j'allais presque dire, de la sorte, tendrait à montrer qu'il y a aussi un problème peut-être dans les tribunaux. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent aujourd'hui la justice ne devrait pas rendre de potentielles décisions sur l'inéligibilité? Moi, je ne dis pas que la justice ne doit pas rendre son compte. Je veux dire, elle fait son œuvre. Bien sûr, mais avoir un impact politique. Oui, mais je dirais la même. Vous voyez, et pourtant je le combats toutes mes forces aussi. Je dirais la même chose si M. Mélenchon était condamné. C'est un signal démocratique qui est important, à mon sens, que de pouvoir avoir effectivement ces forces-là présentes en 2027. Mais la peine doit exister. La peine d'inéligibilité, elle doit exister. Mais elle existe déjà dans les textes, dans la Constitution. Encore une fois, on est aux réquisitions. Derrière, il y a possibilité de faire bien, mais sur le principe, encore une fois, c'est très important. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez normal qu'une personnalité politique qui a commis un délit ou un crime puisse être punie d'inéligibilité ? Parce que Gilbert Collard, qui était avec nous tout à l'heure, disait justement que lui, il y était plutôt défavorable, si j'ai bien compris. Mais ça fait partie, encore une fois, c'est inscrit dans la loi. Donc, à un moment donné, elles ont été votées, ces lois-là. Ou alors, il faut changer la loi. Par le législateur. Voilà. Mais bien sûr. Mais dans votre esprit... Depuis 2016, en plus. Hein. Vous êtes parlementaire, et des moyens, c'est de l'argent public. Ouais. Quel rapport vous avez avec l'argent public ? Est-ce que vous considérez... Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent « Je reçois de l'argent public, je suis souverain, j'ai été élu, j'en fais ce que je veux ». Est-ce que c'est l'idée qui l'emporte chez vous ? Parce que c'est quand même l'idée que défendent les militants et les responsables du RN. Alors je ne suis pas du tout d'accord, M. Perrin. Non, je pense non, mais je vais vous le dire. Oui. Je vais être très clair. Je vous demande votre avis. Non, mais je vais vous le donner. Sans langue de bois. Je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser, généraliser le tous pourri. En 2013, création, parce que M. Cahuzac a mis les mains dans la confiture, création du PNF, le Parquet national financier. En 2013, création de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. À l'Assemblée nationale, on a un déontologue. Vous aimez le sport, vous aimez le football, moi aussi. Il y a deux manières de marquer l'adversaire. C'est le marquage en zone ou le marquage à la culotte. Eh ben, je peux vous dire qu'on est marqué à la culotte. Et qu'un denier, 1 euro est 1 euro. Et tant mieux parce qu'on a une traçabilité qui n'existait pas auparavant. Je précise ma question. Vous recevez une certaine somme d'argent, vous êtes libre de l'employer comme vous voulez. On n'est pas libre, on doit justifier. Non mais documenter, justifier, évidemment. C'est pas pour aller passer des vacances au soleil. D'accord. Mais est-ce que, là, en substance, on peut reconnaître au Rassemblement national le droit de recevoir de l'argent de l'Europe, qui est de l'argent public, et de l'utiliser comme bon leur semble, y compris pour lutter contre les institutions européennes ? Alors, pour le coup, je connais pas bien le dossier, mais pour répondre à votre question, moi, je veux aussi dire à celles et ceux qui nous regardent, pardonnez-moi, mais les politiques, arrêtons de dire que tous les politiques sont des pourris. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je peux vous dire qu'on est contrôlé. Actuellement, on remplit les démarches d'intérêt, les démarches également de rémunération pour la haute autorité de transparence de la vie publique. Je peux vous dire que ça prend des semaines. Et tant mieux.
Et tant mieux. Okay. Alors, je précise quand même, pour être tout à fait raccord, que le parquet de Versailles a requis contre vous une peine de 8 mois de prison pour prise illégale d'intérêt du temps où vous étiez maire de Poissy. La délibération aura lieu le 18 novembre, donc ça n'est pas jugé. Mais je précise quand même pour le téléspectateur qu'il y a des affaires, des accusations, qu'elles soient vérifiées ou non, mais qu'il y en a en effet beaucoup en politique, malgré tout. Et parce qu'encore une fois, on est suivi. Et tant mieux, la justice fait son œuvre. Et moi, par exemple, sur l'affaire qui me concerne, elle concerne quelqu'un qui aurait eu un loyer en dessous du prix de marché, et on fait la démonstration que ce n'est absolument pas le cas. Et il y a eu 10 ans de procédure. Ou quelqu'un qui était en catégorie C, qui est passé en catégorie A, qui est devenu directeur des sports, qui est un agent exceptionnel, et on dit c'est pas possible parce qu'il n'avait pas les diplômes. Et il n'y a pas eu de réserve du contrôle de légalité. Et il n'y a pas eu de réserve du... Attendez, passation d'ordre dans le cadre des marchés publics, etc. Tout est sous surveillance de la justice. On pourrait considérer qu'il y a d'une certaine façon une emprise du juge sur la façon de faire de la politique. Alors je dis pas ça, Monsieur Perrin. Non, mais je vous pose, pose la question. Oui. Hein. Non, mais moi je ne dis pas ça. J'ai pas d'avis là-dessus. Non, je ne dis pas ça. Tant mieux qu'il y ait des contrôles. D'accord. Mais là, typiquement, on est sur 10 ans de procédure. Et je fais pas encore une fois de pathos. Un peu long. Je suis menacé 3 fois de mort avec des gens qui viennent devant chez moi avec une arme blanche et la personne repart avec le V de la victoire dans son quartier. Je ne dis pas qu'il y a 2 poids 2 mesures. C'est important d'être contrôlé. C'est important d'être à livre ouvert, comme l'on dit. Puis après, il faut assumer. Et si jamais on ne veut pas s'engager en politique, on fait autre chose. Donc je ne me plains pas. Mais alors, juste une question. Si on revient à Marine Le Pen, quand elle sort hier du tribunal, elle dit... J'ai été jugée en substance, ces réquisitions, c'est parce que je suis Marine Le Pen. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi? Parce que c'est ce que va dire le Rassemblement national dans les jours qui viennent, c'est qu'on ne l'a pas jugée comme les autres pour ce qu'elle représente. Je pense que tous les élus, quels qu'ils soient, et tous les citoyens sont jugés comme les autres. Et pour moi, de la même manière. Donc après, c'est un argument qui ne tient pas. Oui, mais... J'entends Madame Le Pen, elle prend un coup sur la tête et c'est normal. On n'est pas élu pour passer son temps dans les tribunaux, évidemment. Et donc cette réquisition, c'est une réquisition qui est très dure. Elle appartient à la justice. Vous attendiez pas à ça, vous avez été surpris quand vous avez découvert cette décision? Pardonnez-moi, vu ce qui m'arrive, oui, je m'attendais à tout, mais c'est la justice. C'est la justice. Et derrière, il reste encore une fois, le verdict qui doit tomber. Et puis derrière, il y a possibilité de faire appel. Ça s'appelle bien se défendre. Là, on a eu effectivement... et puis, on a les parties civiles qui démarrent lundi. Donc, les avocats de Madame Le Pen vont œuvrer aussi dans le sens contraire. Mais vous pouvez aussi entendre que le public, les Français, voient beaucoup de ce genre d'affaires se multiplier et que du coup, il y a une distanciation évidente entre leur perception de la politique et le sentiment aussi qu'en fait, on ne fait rien pour eux et s'il y a un petit peu des arrangements entre amis à gauche et à droite. Oui, alors je pense que c'est aussi pas illogique, puisqu'encore une fois, tous les verrous ont été mis en place pour bien vérifier que tout se passe bien. Je vous parlais du parquet national financier, de la haute autorité de la transparence de la vie publique. Nous avons le déontologue, on a les experts comptables, on a les commissaires aux comptes, on en a des couches et des couches. Et parfois, vous avez une maladresse. Si c'est une maladresse, on peut faire bonne foi. Si c'est une faute grave, chacun prend ses responsabilités. Et si Madame Le Pen a fauté, elle sera condamnée, mais je pense qu'elle en a conscience, si c'est le cas. Un mot aussi sur ce que vous avez dit récemment au sujet de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dit qu'il fallait le fichier S. Pourquoi vous avez dit ça? Quelle est la logique derrière cette déclaration? Je vois depuis 2 ans que je suis élu à la fois dans l'hémicycle et aussi le ruissellement sur le terrain, les dégâts que cause globalement la France insoumise en général et M. Mélenchon de quel type en particulier. Vous savez, quand vous invectivez, quand vous provoquez, quand vous dites que la police tue, d'ailleurs comme hier sur une manifestation, que les chefs d'entreprise sont des salopards, que les journalistes sont des feignants, à un moment donné, ça ruisselle sur le terrain et on a une dégradation naturelle de l'autorité de l'État, qu'on retrouve notamment dans les quartiers populaires. Et on le voit à l'endroit des policiers, à l'endroit des pompiers, à l'endroit des enseignants et à l'endroit des élus. Et ça cause vraiment de gros dysfonctionnements et parfois ça menace, pour moi, la société. Et donc, à ce titre-là, j'envoie un message fort, évidemment, pour dire il faut arrêter. Forcément un peu de provoque derrière. Un peu de provoque, sauf que quand on voit ce qui se passe sur le terrain, je vous garantis qu'il faut vivre parfois avec toutes ces provocations directes de la part de certains nombres, je ne généralise pas, de certains nombres de collègues de la France insoumise, et c'est très compliqué.
Vous avez aussi dit qu'il fallait envoyer l'armée pour établir l'ordre dans les quartiers prioritaires. Est-ce que ça aussi, c'est pas une déclaration un peu tonitruante qui, j'allais dire, serait comparable à une déclaration de LFI? Vous le disiez, il y a ce côté un peu outrancier. Est-ce que là, on va pas un peu dans le même sens? Alors, il faut reprendre les termes que j'ai dit. Je suis élu de terrain. J'ai été élu à Poissy pendant 10 ans, où on a fait baisser la délinquance juvénile de 30%, parce qu'on a mis effectivement des règles de réciprocité entre les droits et les devoirs, sans état d'âme, avec de la prévention, avec la police municipale, avec la police nationale. Ce que j'ai dit, c'est que de la même manière que les opérations Sentinelle fonctionnent très bien en sécurisation, on pourrait imaginer dans certains quartiers avoir de la sécurisation qui soit pilotée tripartite entre l'armée, des unités spéciales, par exemple, de gendarmerie, je rappelle que les gendarmes sont des militaires, la police nationale et la police municipale. Voilà ce que j'ai dit. Et je vais vous dire quelque chose, monsieur. Je pense que si on faisait un sondage, je pense que les Français seraient très favorables à cela. Je pense que les Français seraient très favorables à ça. Il ne s'agit pas de sortir les âmes à tout bout de champ, les FAMAS, etc. Ce n'est pas du tout le cas. C'est de sécuriser. Préparer la guerre pour garantir la paix. Parce qu'en face, ils n'ont aucun état d'âme. Et moi, je me mets à la place des familles victimes qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un frère, qui ont perdu un père ou une mère. Je peux vous dire que on devrait être un tout petit peu plus, je dirais, tempéré par rapport à cela. Vous savez que l'armée française est très hostile à ce genre d'intervention précisément sur le sol national pour des opérations qui sont des opérations qui ressemblent à des opérations de police et non pas du tout des opérations purement militaires, notamment sur l'antiterrorisme. Donc c'est compliqué de dire à chaque fois on veut l'armée dès qu'on a des difficultés. Mais la police, elle est quand même faite pour ça, non ? Alors, d'abord, c'est pas compliqué de le dire et on ne dit pas systématiquement il faut l'armée, il faut l'armée, il faut l'armée. Moi, c'est la première fois que je le dis. Je salue les forces de sécurité. Vous parlez des policiers où la police est là pour ça. J'ai envie de dire qu'elle demande que ça, la police. Mais elle demande aussi que derrière, il y ait une réciprocité entre les droits et les devoirs et que la réponse judiciaire, elle soit à la hauteur du délit en question. Mais moi, je vais certainement pas aller, je dirais, montrer du doigt les policiers municipaux et nos policiers nationaux qui font un travail remarquable. Et heureusement que nous les avons. Et moi, je pense qu'il faut que nous serrions encore un peu plus la vis, mais tous ensemble, pas les uns à côté des autres. Parce que j'entends ce que vous dites. Les militaires la Grande Muette ne veut absolument pas entendre parler de ça. OK. What do we do? Qu'est-ce qu'on fait? Pas son métier. Oui, c'est pas son métier, j'entends bien. Mais à un moment donné, il faut qu'on se mette tous autour de la table. Il y a peut-être des choses à mettre en place. Est-ce qu'il ne faut pas remettre en place le service militaire? Est-ce qu'il ne faut pas rouvrir des maisons de... Vous savez ce que ça coûterait au passage? Alors, on veut vous entendre sur plein de sujets. Juste une question. Elon Musk. Guillaume Kasbarian, qui est ministre de la fonction publique, a félicité Elon Musk en lui disant « Je me réjouis de partager avec vous les meilleures pratiques pour faire face à l'excès de bureaucratie ». Alors ça fait hurler, ministre de la fonction publique. Vous en pensez quoi? C'est une bonne idée de féliciter Elon Musk, donc il va avoir, je rappelle, un rôle important auprès de Donald Trump. Ah mais moi je pense, Mme Kemer, que c'est une très belle idée de s'inspirer de méthodes ou de choses qui sont dites et qui vont être faites en place, que ce soit outre-Atlantique ou ce soit dans le Morbihan ou dans le Finistère. On a besoin de simplification dans ce pays. Pas M. Perry qui va nous dire le contraire, il passe son temps à ça. Mais je pense qu'on a besoin de simplification. On a besoin de s'appuyer sur les fantassins de la République, sur les maires, et de demander que ça, de leur faire confiance. C'est pas anodin pour un ministre français de féliciter quelqu'un qui va travailler aux côtés de Donald Trump. On va peut-être pas être dans une simplification au sens où vous l'entendez. Ah si, moi je pense que Guillaume Kasbarian, notre ministre des comptes publics et de la simplification, va effectivement être dans les pas de cela. Il faut arrêter, je pense, de juger systématiquement. Demain, c'est pas parce que je vais serrer la main d'un communiste que je vais être communiste, hein, vous savez. Hein. Non, mais on se pose la question plutôt de savoir, enfin, pardon, on va parler d'autre chose, mais parce qu'on voudrait savoir si vous irez au stade ce soir, mais on se pose la question de savoir pourquoi ça n'a pas été fait depuis la nuit des temps. Parce que moi, j'entends parler de ça depuis 40 ans. La simplification, les comités Théodule, les machins et les trucs, etc. Mais j'ai pas vu le début du commencement. Vous savez pourquoi ? Non. Mais parce que globalement, le sommet d'État... je sais, mais... Moi, je vous dis, globalement, le sommet d'État ne fait pas confiance aux élus de terrain, ne fait pas confiance aux maires de France. Les maires de France, ils savent simplifier. Les maires de France, ils vous rendent un budget tous les ans sans aucun déficit, à l'équilibre. De fonctionnement. Ils devraient plus aller sentir le cul des vaches, comme dit en Bretagne, vous voyez. C'est exact. Et puis, il y a aussi une administration de papier en France qu'on n'arrive pas à réformer. Mais question, est-ce que vous serez au Stade de France ce soir ? Bien sûr que je serai au Stade de France. D'abord, j'y suis systématiquement pour soutenir l'équipe de France. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu triste quand même que du coup on en soit rendu à avoir 80 000 places et seulement 15 000 occupées parce que, encore une fois, on craint pour la sécurité d'une partie des joueurs? D'abord, je voulais vous dire que en octobre 1993, j'étais au Parc des Princes pour un France-Israël où nous avions perdu 3-2. Oui. C'était un triste spectacle. Mauvais souvenir. Et le stade était plein. Oui, le stade était plein. Vrai. Alors, d'abord, je vais être très clair.
tant mieux, et c'est une bonne nouvelle que ce match ait lieu. Tant mieux, et c'est une bonne nouvelle que ce match ait lieu. C'est une bonne nouvelle pour le sport, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Après, j'ai envie de dire, quand on se regarde, on se désole, parce que moi je me dis, effectivement, vous le dites à juste titre, 20 000 sur 80 000, c'est quand même peu. Quasiment un policier qui va encadrer, un policier pour 3 spectateurs. Mais quand on se compare, on se console. Belgique, Israël, ils n'ont pas eu de problème. Non, c'est vrai. Mais et pourquoi? Parce qu'ils ont des occasions. Le match a eu lieu en Belgique, en Hongrie, exactement, à Debrecen. En plus, un match à huis clos. Donc voilà, donc je suis à la fois heureux et je soutiens de toutes mes forces l'équipe de France de Didier Deschamps. On ne parle pas de sport, mais ce soir on gagne, on est qualifié pour les quarts de finale. Absolument, vous avez raison de le rappeler. Et je soutiens aussi les forces de sécurité et on va avoir, je l'espère, une soirée qui soit une soirée digne de ce que la France est capable de faire. On l'espère, en tout cas tout a été mis en place pour que ce soit le cas. Merci beaucoup Carl Olive d'avoir été notre invité aujourd'hui.